Je vais ensuite évoquer quelques aspects relatifs à la préférence nationale, telle que prévue par la réglementation camerounaise, et en la comparant au passage avec les autres systèmes dans d'autres pays. Il est vrai d'ailleurs que nous avons suivi beaucoup de développement par les intervenants qui m'ont précédé. Alors je partagerai enfin avec vous, au regard des premiers enseignements tirés de la mise en œuvre de la réforme engagée, quelques pistes de solutions susceptibles d'optimiser le potentiel des marchés publics sur l'accélération de la croissance. Parlons, si vous voulez bien, de l'architecture actuelle des marchés publics au Cameroun. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, le 9 décembre 2011, à la faveur du décret portant organisation du gouvernement, le président de la République, son Excellent M. Paul Biya, a entrepris une réforme en profondeur du système des marchés publics, permettant ainsi au Cameroun de disposer de son 7e système d'encadrement de la commande publique. En effet, en 2009, lorsqu'il a fallu évaluer le précédent système des marchés publics, lequel était issu de la réforme du 24 septembre 2004, il a été constaté qu'entre 2006 et 2008, le taux global d'exécution du budget d'investissement public est resté aux alentours de 50%. Plus spécifiquement, ce taux dans le secteur des infrastructures et de l'énergie était bien moindre. Il était de 32% dans notre contexte. L'on comprend alors aisément pourquoi notre stratégie de croissance et de l'emploi a expressément prévu, lors de son élaboration en 2009, l'approfondissement de la réforme des marchés publics. D'où la réponse apportée 2 années plus tard par le président de la République à travers la création d'un département ministériel essentiellement dédié à l'activité des marchés publics pour en assurer l'organisation et le bon fonctionnement. L'objectif global poursuivi par l'acteur réforme est donc de lutter contre cet art et de contribuer à l'accroissement de la capacité d'absorption des crédits et financements consentis à travers la mise en œuvre efficace des projets et le contrôle de leur exécution effective et de qualité, afin de renforcer la croissance et de permettre à notre pays d'atteindre le cap de l'émergence d'ici 2035. La réforme actuelle du système de marché public a entre autres raccourci les délais de procédure et diminué la chaîne des intervenants dans la procédure d'attribution des marchés. La réforme a également supprimé certaines étapes de la procédure de passation de marché. Ces étapes supprimées s'entendent par les ex-commissions spécialisées de contrôle de marché qui n'existent plus et que désormais, pour chaque marché à passer, il y a une commission. Pour nous résumer, mesdames et messieurs, l'architecture du nouveau système camerounais de marchés publics comprend donc un responsable chargé de l'organisation et du bon fonctionnement des marchés publics. Nous trouvons ensuite les autorités contractantes. Dans cette architecture-là, les maîtres d'ouvrage, bien entendu, nous en avons parlé plus haut. On trouve également une série de commissions, les commissions centrales au niveau du ministère des marchés publics, les commissions ministérielles auprès des chefs de département ministériels, les commissions régionales auprès des délégués régionaux des marchés publics, les commissions départementales auprès des mêmes délégués départementaux. Chacune de ces commissions œuvrant donc auprès de l'autorité contractante de rattachement. Nous trouvons encore un acteur qui était là avant la réforme, qui est toujours là, l'observateur indépendant, qui participe aux travaux des commissions d'évaluation des offres pour les marchés d'un certain montant, 50 millions notamment. En dehors de ces acteurs, mesdames et messieurs, qui ont un rôle opérationnel dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés, il faut citer l'Agence de régulation des marchés publics, qui était là, qui est toujours là et qui assure la fonction de régulation du système des marchés publics, en menant des activités de surveillance et de facilitation, afin que chaque acteur joue pleinement son rôle conformément au Code des marchés publics. Mesdames et messieurs, distingués participants,
J'ai également été sollicité d'évoquer la question relative à la clause de la préférence nationale et de la promotion des petites et moyennes entreprises locales. Il est vrai que nous avons suivi tout à l'heure un thème spécialement développé dans ce secteur. Je ne m'y appesantirai pas davantage. Mais nous dirons simplement que le principe de la préférence nationale repose sur un volontarisme politique des gouvernants d'assurer une certaine protection des entreprises nationales. Ce concept s'appuie également sur une préoccupation d'équité entre les prestataires locaux et leurs concurrents étrangers. Ainsi, la préférence nationale est la possibilité pour une entreprise locale de se voir accorder la priorité dans l'attribution d'un marché par rapport aux prestataires étrangers lorsque, à offre technique équivalente, c'est une condition de base, à offre technique équivalente, cette entreprise nationale a une proposition financière légèrement plus onéreuse et cet écart est encadré par le Code des marchés publics, soit 10%, soit 15%. Dans la conjoncture économique mondiale actuelle, le recours à la préférence nationale tend à se généraliser. Presque tous les pays et dans tous les systèmes, tous les espaces d'intégration économique adoptent volontiers le principe de la préférence nationale, mais chaque système fonctionne en tenant compte de son contexte spécifique. Au Cameroun, la préférence nationale consacrée par le Code des marchés publics de 2004 signifie dans notre contexte qu'à offre technique équivalente, comme je le disais tantôt, les soumissions présentées par les PME camerounaises, les entreprises installées au Cameroun, les groupements d'entreprises associant des entreprises camerounaises ou celles prévoyant une importante sous-traitance aux nationaux sont privilégiées après évaluation des offres des candidats d'une bonification de leurs propositions financières d'au plus 10% pour les marchés de travaux et d'au plus 15% pour les marchés de fournitures. Il y a lieu de souligner que cette clause de préférence nationale bénéficie également au groupement associant des entreprises camerounaises. Je voudrais indiquer ici qu'il s'agit d'une piste que pourraient avantageusement exploiter nos entreprises pour pallier le déficit de capacité technique ou compétences intrinsèques. Il en est de même de la possibilité de valoriser la sous-traitance aux nationaux. S'agissant particulièrement de la sous-traitance aux nationaux, par-delà la préférence nationale, le dispositif réglementaire exige que pour les projets structurants, les co-contractants choisis réservent une part importante d'au moins 30% à la sous-traitance nationale, en confiant certaines prestations à réaliser à nos entreprises. De manière plus pratique, il y a également lieu de déplorer ici que les différents maîtres d'ouvrage ne recourent pas suffisamment à cette clause de préférence nationale. C'est dommage, c'est un dispositif qui aide les PME, mais nous constatons que les maîtres d'ouvrage ne recourent pas suffisamment à l'application de la clause de la préférence nationale, étant entendu que cette clause ne joue que lorsque les prestataires sont au même niveau technique, au même niveau de qualification. Il n'y a donc pas d'appréhension à faire recours à cette clause-là, mais ce n'est pas le cas. Il y a donc lieu, et c'est l'opportunité de cet échange, de sensibiliser les uns et les autres sur l'intérêt de la préférence nationale pour notre économie. La problématique de la préférence nationale est d'autant plus pertinente aujourd'hui qu'une part importante de notre budget d'investissement public est consacrée aux projets structurants, objet d'une concurrence de plus en plus âpre entre les entreprises camerounaises et celles des autres pays étrangers. Chaque fois que nous avons l'opportunité d'appliquer cette clause, depuis 2 ans que le ministère fonctionne, évidemment, il faut attendre, c'est quand même un contexte particulier où des entreprises nationales et étrangères sont en compétition dans le cadre d'un appel d'offres et les conditions restrictives, à savoir d'abord être toutes qualifiées techniquement et ensuite que l'entreprise nationale soit plus chère, on dira de l'ordre de 10%. Il faut que ces conditions soient réunies pour faire jouer efficacement la clause de la préférence nationale. C'est dire que ce n'est pas
tous les jours que ces circonstances sont remplies. Mais quand cela arrive, nous n'hésitons pas à faire jouer cette clause-là. Mesdames et messieurs, il m'a également été demandé d'évoquer des propositions susceptibles d'optimiser le potentiel des marchés publics sur l'accélération de la croissance. Alors, par rapport à ce point, nous noterons que dans le souci d'assurer une bonne consommation des crédits d'investissement public, dont les marchés publics sont le moyen privilégié de mise en œuvre, avec pour corollaire un impact direct sur la croissance économique, plusieurs orientations ont été prises au niveau du ministère des Marchés publics ou sont envisagées et dont les effets s'annoncent d'ores et déjà promoteurs. L'année passée, 2013, nous avions plus de 3000 marchés à passer. Cette année, nous en avons 4000, davantage que 4000. Dans tous ces marchés, tous ne sont pas de la compétence du ministère des Marchés publics, en tout cas, pour ceux qui relèvent du ministère des Marchés publics. Et nous demandons aux commissions également que nous mettons en place et qui dépendent de nous, qui ne continuent que si elles sont efficaces dans le sens de la qualité de l'attribution là. Lorsque le ministre des Marchés publics reçoit un avis de la commission, jamais, je dis jamais, le ministre ne s'est contenté de l'avis de la commission. Jamais. Systématiquement, cet avis est soumis à l'expertise des directions générales. Et ces directions générales sont dirigés, excusez-moi, par des experts en marché public. Je dis bien des experts parce qu'ils ont 10 ans, 20 ans de métier dans le marché public. Ils ne peuvent se tromper que s'ils veulent se tromper. Oui. Alors, donc, le ministre soumet toujours systématiquement ses avis des commissions. Il n'est pas tenu, mais il tient par lui-même parce qu'il veut être transparent et efficace. Tous les avis de toutes les commissions sont systématiquement soumis aux directions générales. Alors, ces avis sont soit convergents, soit divergents. C'est seulement quand il y a convergence que ça devient une décision pour le ministre. Seulement, et je dis bien seulement, l'un des directeurs généraux est là, il peut témoigner, jamais un avis d'une commission n'a suffi, jamais. Et lorsqu'il y a donc convergence et de la commission et de la direction générale, ça devient donc la décision. C'est à ce moment que le ministre signe le DAO, l'avis de lancement d'appel d'offres, ou bien la décision d'attribution, ou bien le marché qui est l'étape finale du processus d'attribution. Lorsqu'il y a divergence, le ministre se retrouve avec la commission, avec la direction générale sur la table, avec le dossier. Et je vous assure qu'on discute, on argumente, et seul l'argument compte pour la décision finale. Les décomptes, ce n'est pas nouveau. Il est parti de l'entreprise, il va au chef de service, à l'ingénieur, au chef de service, au maître d'ouvrage. Tous ces visas de décompte étaient connus. Mais la réforme a instauré un ultime visa, celui du ministère des Marchés publics, avec un délai de 3 jours pour viser ou pour rejeter. Et nous faisons fort de respecter ce délai de 3 jours. Et ce visa, il ne prend que 3 jours. Il ne prend que 3 jours. Et excusez-moi, Monsieur le Président, nous sommes dans un milieu. Ce visa nous a été retiré à un moment. Et les gens se sont réjouis qu'il n'y avait plus de visa. Mais le visa, c'est la garantie et de l'État de payer le juste prix. Et puis à l'entreprise aussi, que ce visa est apposé et l'entreprise est payée. Donc les 3 jours, nous les respectons. Le visa ne prend pas plus que ces 3 jours-là. Et tout cela, c'est parce qu'il y a ce dispositif qui est pris pour qu'on ne déborde pas ces délais. Nous avons une heureuse coopération avec la République de Corée du Sud qui apporte une aide, un don, pour aider le ministère des Marchés publics à passer les marchés publics en ligne. Vous voyez bien ce que ça fait comme économie. C'est énorme, c'est un projet ambitieux et nous voulons informer le milieu des affaires de se préparer à soumissionner en ligne. Nous envisageons également la restriction de la clause de la préférence nationale aux entreprises locales dont l'actionnariat est majoritairement formé de capitaux camerounais. Je pense que tout à l'heure on a suivi également ces volets-là. Nous pensons également à l'élargissement de la clause de préférence nationale aux prestations intellectuelles qui en sont exclues à ce stade.
Monsieur le Président, je vous remercie. Mesdames et Messieurs, merci pour votre attention. Merci infiniment, Monsieur le Ministre. Vous avez maintenant la parole. Excellent Monsieur le Ministre, ma première question va s'adresser à vous. D'abord pour vous remercier d'être venu apporter cette contribution essentielle à notre débat. Et ensuite, pour faire ce que j'aurais voulu faire il y a 2 ans, quand vous avez été nommé, j'ai été à l'une de vos commissions, sans doute la première, et j'avoue, j'étais surpris par la qualité du travail qui a été fait lors du dépouillement. Je ne sais pas si on est resté dans cette logique, j'allais dire proche de la perfection. Je vais poser juste 2 petites questions. Une sur les frais de réception des marchés. Quand vous gagnez un marché, et j'ai souvent l'habitude d'aller réceptionner le marché à Garoua ou au nord-ouest, il y a une commission qu'on appelle commission de réception. Et je peux vous dire que les frais de cette commission de réception sont tellement élastiques, tellement impersonnels, tellement flous, que parfois ça nous pose des torts pour l'exécution de nos marchés. Est-ce qu'il y a lieu de nous clarifier ce qu'il y a dans frais de réception que le fournisseur du marché doit payer? La deuxième question n'est pas loin de la première, c'est les pénalités de retard. Je crois que quand un contrat est à double partie, les règles doivent être équitables. Autant le fournisseur doit payer des pénalités quand il livre en retard, autant l'État doit payer des pénalités quand il paye en retard. Pouvez-vous nous dire si vraiment il y a équité dans le cadre de ce contrat? Je suis Désiré Nancy, directeur général de la société Technologies Zentrum. J'exerce dans le domaine de l'électricité, la construction par exemple des lignes électriques. Je vais vous poser le problème. Quand on gagne un marché, on l'enregistre, le maître d'ouvrage doit saisir la société de distribution. Je ne sais pas si je vais l'appeler AES Sonel ou Actisonel, mais je préfère l'appeler Sonel. Quand on a porté le dossier à la Sonel, le marché est déjà enregistré. Il faut attendre qu'un contrôleur soit désigné. Et ça, même le maître d'ouvrage ne peut pas influencer ce délai. Vous envoyez à la Sonel aussi le projet, c'est-à-dire que le plan, et ça peut durer le temps que ça peut durer. Entre-temps, les délais courent. Dès lors qu'on a choisi un contrôleur, il peut remettre en cause tout le plan qui a été proposé. Je dis il remet en cause tout le plan qui a été proposé sans que le maître d'ouvrage puisse l'influencer. Nous avons un dossier d'exécution, c'est-à-dire qu'il y a un cahier de spécifications techniques qui est très vieux. Et c'est ce document-là que généralement le maître d'ouvrage utilise pour les cahiers de charges pour les marchés. Or, aujourd'hui, nous ne sommes pas en phase avec certaines innovations, même en interne à AES Sonel, parce que très souvent, il y a des nouvelles normes Sonel, c'est-à-dire on le dit, il y a une nouvelle norme Sonel qu'eux seuls ils maîtrisent. Donc, dès lors que le gars, la Sonel, a refusé le plan qui lui a été proposé, vous devez de reprendre tout à zéro. Et ça, sans tenir compte du temps que vous perdez à faire tout ce tralala-là. Je voudrais ici, pour ne pas être très très long, je crois qu'il est important que la tutelle se mette en phase avec la société de distribution pour la gestion de tous les marchés d'électricité, parce que ça pose beaucoup de problèmes.
Et je peux vous dire, même au-delà de tout ça, même quand vous avez... Parce que le contrôleur Sonel, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. C'est le seigneur le seigneur dans le système. C'est-à-dire pour qu'il accepte même venir, parce que c'est lui qui vous met en chantier. C'est-à-dire vous ne pouvez pas, même ce que nous appelons picotage, c'est le contrôleur Sonel qui vous met en chantier. Ça peut durer 2 mois pour qu'il accepte de vous mettre en chantier. Et dès lors que, même au niveau de la réception, quand la Sonel n'a pas réceptionné, vous ne pouvez pas avoir un décompte de paiement. Je crois qu'il est important que la tutelle se mette d'accord et qu'on sache jusqu'où l'influence de la Sonel peut... parce que c'est très très perturbant. Merci. J'ai quelques petites contributions vraiment d'ordre pratique à apporter à la réflexion. Alors, Monsieur le ministre a dit tout à l'heure qu'il y a le domaine de l'assurance qui a été très bien normalisé. Je voudrais attirer son attention sur le fait que le domaine de l'informatique mérite également d'être normalisé très très rapidement, parce que c'est un secteur dans lequel les spécifications techniques ne sont pas très souvent connues de ceux qui élaborent les appels d'offres. Je vous prends un exemple. Pour la plupart des appels d'offres, on nous demande de produire des certificats d'origine. Or, le certificat d'origine est produit quand le fournisseur a délivré la marchandise. La marchandise, et après, si vous êtes par exemple en France, vous apportez la facture auprès de la chambre de commerce, et c'est au vu de la facture portant les numéros du matériel qu'on vous délivre un certificat d'origine. Comment pouvez-vous fournir un certificat d'origine alors que vous êtes en train de répondre à un appel d'offres? Mais il y a quand même des Camerounais qui le font. Et la dernière fois, quand on s'est retrouvé au Maroc, j'ai posé le problème et le fournisseur HPA lui dit, mais votre pays, il est terrible. On était ridicule dans la salle quand même. Hein. Et les gens ont dit, mais votre pays, il est terrible. Les gens trouvent dans les certificats d'origine où je n'en ai jamais délivré. Donc, non, les gens, mais vous les amenez à faire des certificats d'origine. Et ils vous les produisent. Et à plusieurs reprises, nous avons dit, ce n'est pas un document qu'on peut fournir. La preuve, c'est que dans la plupart des appels de moi, personnellement, je suis éliminé pour défaut de certificat d'origine. Donc, je ne sais pas fabriquer. Donc, il est peut-être important que vous nous dites comment on doit procéder pour cet aspect-là. Le deuxième élément, c'est relativement au fonctionnement des commissions de passation de marché. Dans certaines entreprises, les commissions de passation de marché doivent valider les appels à manifestation d'intérêt. Je voudrais déjà que vous nous dites, est-ce que les appels à manifestation d'intérêt doivent passer par les commissions de passation de marché? Deuxième chose maintenant, je me suis rendu compte, parce que je suis en même temps consultant et j'ai une entreprise informatique, je me suis rendu compte que le nombre de sessions des commissions de passation de marché ne sont pas limitées. Peut-être je me trompe. Mais un exemple que j'ai vécu dans une entreprise dont je préfère taire le nom, c'est que pour un marché de 15 millions, il y a eu tellement de sessions de commissions de passation de marché qu'à la fin, ils ont dû coûter à peu près 22 millions à l'entreprise et le marché a été déclaré à la fin infructueux. Ça, je peux vous donner le nom après pour vérifier. D'ailleurs, j'en ai parlé à un de vos collaborateurs qui peut également le vérifier. Bien, par rapport à la transparence maintenant, et à la pertinence du choix des prestataires. Je vais vous donner un exemple concret qui me concerne. La mise en place de la gestion axée sur les résultats dans l'administration publique, je le fais depuis 5 ans et la méthode a été décrite par moi avec mon partenaire Dale Carnegie. L'année dernière, on a lancé un appel d'offres, nous avons postulé et on a donné un prestataire qui n'avait aucune référence. Et j'ai écrit pour dire au ministre, il ne le fera pas. Et nous sommes à 8 mois. Il n'a même pas fait le 1/3 de la prestation, alors que c'était fait pour 4 mois. Je préfère également taire le nom, ça s'est passé dans votre ministère. Autre élément maintenant, c'est des faits concrets, je vous les donne comme ça, et puis après vous verrez. J'ai d'ailleurs un mémo, hein, je vous donne le mémo après. L'autre élément également, c'est les pièces qu'on demande. En réalité, moi je ne comprends pas pourquoi à l'occasion de chaque marché, d'un jour à l'autre, je dois fournir une attestation de soumission de la CNPS au nom du marché.
Alors que la CNPS, je fais ma déclaration une fois par mois et il me contrôle une fois par mois. Pourquoi je ne peux pas avoir la possibilité de sortir une seule attestation de soumission valable pour tout le mois et pour tous les marchés? C'est la même chose pour l'ARMP, monsieur le directeur général. Expliquez-nous, moi je ne comprends pas cette histoire-là. Est-ce que c'est du jour au lendemain qu'on... Non. Non. Quand j'ai calculé, je me suis rendu compte que vous encaissez quand même 300 millions là-dessus. C'est vrai que c'est bien pour vous. Mais nous, les PME, ça nous pose un problème. Parce que si pour les 6 000 marchés là, vous avez à peu près 10 000, je veux dire, 10 personnes qui postulent par marché, je multiplie par 10 000 à peu près. Bon, ça devait donner à peu près 600 millions. Mais j'ai un peu réduit et je trouve que 300 millions rentrent dans la caisse, c'est peut-être intéressant pour vous. Mais ça ne l'est pas pour nous. En fait, ce n'est pas les 10 000 qui posent problème. C'est le temps qu'on met. Et à la CNPS, c'est encore plus grave parce que quand vous arrivez souvent, on vous dit qu'il n'y a pas du papier, il n'y a pas ceci. Le dernier élément maintenant, c'est la longue procédure d'enregistrement. Là, c'est devenu grave. Vous allez vous payer à l'agent des impôts. Non, il doit d'abord valider parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui calculent à peu près ce que vous devez payer comme frais d'enregistrement. Ils ont un document un peu complexe à leur niveau. Maintenant qu'ils ont établi, vous allez à votre banque, vous versez de l'argent. Quand vous versez de l'argent, la preuve du virement ne peut pas être utilisée pour vous sortir votre document au niveau des impôts. Il faut qu'ils attendent que la banque vire à leur compte. Et même quand vous apportez la preuve que c'est viré, on dit non, il faudra que nous fouillions nous-mêmes notre compte, qu'on voit que l'argent est positionné. Et ce n'est qu'à ce moment-là, ça vous prend à peu près 3 semaines. Et je peux vous rassurer, ces gars sont chiants. Et dans cette salle, je vous dirai une autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui jusqu'ici n'ont pas encore leur patente 2014. Et ce n'est pas faute d'avoir payé. Moi, j'ai une patente sur laquelle on a fait un calcul. Et l'ensemble des montants n'était pas égal au total. Ce qui fait que dans un marché dernièrement à la CATV, j'ai été exclu pour patente non conforme. Est-ce que c'est moi qui ai la responsabilité d'additionner? Donc je vous donne de petits détails. En tout cas, le mémo est là. Je vais remettre à monsieur le ministre tout à l'heure. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses, beaucoup de pistes sur lesquelles je vous ai donné les données telles que je les perçois. Après, vous allez analyser pour voir. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je considère que tout cela nous aide à nous améliorer. Le système est très volontariste de faire bien, d'aller vite dans la passion de marché. Nous sommes encore au début. Toutes ces révélations, toutes ces indications nous aident. D'ailleurs, vous avez promis, surtout les troisièmes intervenants, là, de nous donner des éléments. Vraiment, je tiens à les avoir à la fin de la soirée. Pour commencer par les questions du premier intervenant, je remercie également parce qu'il a fait un témoignage qui montre que le ministère affiche une volonté de mieux faire. Mais le mieux faire est progressif. Et je vous remercie pour le témoignage que vous faites. Et vous avez, je pense, posé des questions sur les commissions de réception et les frais de ces commissions de réception. Je dois dire que je pense que c'est une question davantage de pratiques, de mauvaises pratiques, que de tests qui instituent des frais quelconques à payer lors des commissions de réception. Je dis que, je pense, nous sommes ici nombreux, l'agence est là, le directeur général qui m'accompagne des marchés, des infrastructures. Est-ce qu'il y a des tests qui instituent les paiements de frais de réception des marchés publics? Je ne sais pas. Et je dis donc qu'il s'agit davantage des pratiques que nous décourageons formellement. Je dis au niveau du ministère, nous savons qu'à l'occasion de ces réceptions-là, mais parfois aussi, s'il vous plaît, est-ce que ce n'est pas les prestataires, les co-contractants qui veulent mettre à conditionner, permettez-moi de dire cela, ou de bien disposer ceux qui effectuent la réception. Moi je pense que la réforme là, nous avons intérêt, et l'État et les